Donc nous voici pour notre deuxième séance de ce cycle de Brassens. Après avoir vu donc les grands traits, les grandes caractéristiques de l'œuvre de Brassens, l'intervenant précédent ayant beaucoup insisté sur la continuité des grands thèmes, la continuité des grandes façons d'écrire de Brassens, la continuité de sa musique. Nous allons maintenant revenir sur une période beaucoup plus restreinte de la vie de Brassens particulièrement, celle où pendant peu de temps à la Libération, après la Libération de Paris, il devient un militant anarchiste convaincu. Peut-être convaincu. Pourquoi Brassens est-il devenu anarchiste militant? Quel fut dès lors son rôle? Quelles furent ses activités, ses prises de position? Qu'est-il resté ensuite de ce mouvement politique chez Brassens, dans sa vie, dans son œuvre? Voici des questions qui nous intéressaient. Donc nous avons fait appel à Nicolas Six, que je vais présenter brièvement. Il se présentera peut-être lui-même un peu davantage après. Nicolas Six est l'auteur d'un mémoire de BA de sciences politiques à l'Université de Lille en 2003, à peu près 20 ans. Il s'appelait Brassens et la politique. Depuis, il y a eu d'autres livres qui sont sortis sur ce sujet, notamment de Marc Wilbeck et de Frédéric Boris, mais il nous a semblé qu'il n'avait pas apporté beaucoup d'éléments très nouveaux par rapport à ce mémoire qui était tout à fait en point sur cet aspect de la dimension d'un Brassens militant anarchiste assez éloigné du gentil humaniste, en gros, que nous avons vu la semaine dernière. Ça fait un autre personnage que le Brassens très consensuel, très humaniste, qu'on nous a présenté la semaine dernière, qui va apparaître, je pense. Donc, nous nous sommes adressés à l'auteur de ce mémoire, à Nicolas Six, que voici, qui a accepté très gentiment de revenir sur un travail pour lui un peu ancien, puisque, au fond, il a abandonné, à savoir cet axe de travail, pour se lancer dans beaucoup de domaines, essentiellement autour d'aspects sur l'informatique, Internet, la technologie. Enfin, il se présentera éventuellement lui-même, il est aussi un journaliste technologie au Monde. Et donc, il va revenir pour nous sur un dossier assez ancien, et je vais lui laisser se présenter plus longuement sur peut-être pourquoi il avait choisi Brassens, comment et pourquoi il a quitté et comment il y revient. Donc, merci d'avoir accepté de nous présenter cette séance sur un aspect de Brassens qui est souvent peu présent dans l'histoire de ce grand auteur-compositeur. Merci Jean-Louis. Alors, Brassens, je l'ai découvert assez tard, je l'ai découvert probablement aux alentours de 20 ans. Enfin, j'avais évidemment 3 ou 4 chansons en tête, comme beaucoup de gens, mais il y a 250 chansons chez Brassens et j'en connaissais très très peu finalement. Et il y a une chanson qui m'a accroché, ça m'a donné envie d'en découvrir d'autres. J'étais étudiant, j'avais beaucoup de temps à l'époque et j'ai tellement aimé que ça a été une sorte... Pardon, oui. J'ai tellement aimé que c'était une sorte de coup de foudre. Et donc, ce que j'ai aimé tout particulièrement, c'était les chansons d'amour de Brassens. Il y en a qui sont magnifiques, la malice de Brassens. Mais j'ai fini par décider d'en faire un sujet de mémoire de sciences politiques. Et là, j'ai découvert un autre Brassens. C'est bien ce que vous disiez, Jean-Louis, un Brassens que je ne soupçonnais pas. Un Brassens que vous allez découvrir. Et j'aurais envie de vous prévenir que ça pourra peut-être être dur, si vous êtes amoureux de Brassens, d'entendre certains de ses propos, ou pas d'ailleurs, peut-être que vous partagerez ses opinions, mais il a des opinions qui sont quand même très très tranchées, parfois presque un petit peu violentes sur certains sujets, donc je voulais vous prévenir un petit peu à l'avance. Ça ne m'empêche pas d'aimer toujours énormément Brassens, peut-être pour d'autres chansons, et puis aussi pour certaines des chansons que vous ne connaissez peut-être pas, qu'on va écouter, qui sont des chansons qui ont été enregistrées par Berthollat, un compagnon de route de Brassens, après la mort de Brassens, des chansons écrites, mais que Brassens n'avait pas interprétées. D'ailleurs, je serais curieux de savoir pourquoi, si quelqu'un le sait dans la salle, est-ce que c'est parce que juste c'était les chansons qu'il allait interpréter après, ou est-ce qu'il se retenait d'interpréter ces chansons-là parce que justement elles étaient peut-être un peu trop politiques, je ne sais pas. Mais on va les écouter tout à l'heure. Est-ce que quelqu'un sait ça? Est-ce que quelqu'un est très très pointu sur le répertoire de Brassens ici, non? Non?
Ah, dommage. Voilà, donc un mémoire sur Brassens. Hop, 120 pages, voilà. Il y a 20 ans, je m'y suis replongé. Donc j'ai pas mal de notes parce que c'est plus aussi frais en mémoire que j'aimerais que ce soit. Donc on va parcourir pas mal de chansons que vous connaissez sans doute pas ou peu. Finalement peut-être seulement 2 ou 3 chansons qui sont vraiment très très connues. Donc ça va être vraiment un voyage dans un territoire nouveau, je pense, pour pas mal d'entre vous. Donc 250 chansons, je vous disais tout à l'heure. Moi j'ai étudié les chansons qui touchent aux politiques. Il y en a 85 qui ont, comment dirais-je, enfin ça peut être quelque chose de très, un éloge du désordre social ou une chose comme ça. Et il y en a 25 qui sont vraiment très ouvertement politiques sur les 250, donc ça fait 10%. Et c'est surtout de ces chansons-là qu'on va parler. Voilà. Donc, Jean-Louis, je suis désolé, je vais vous faire mentir. On va parler effectivement du libertaire, mais le libertaire, c'est même pas une année dans la vie de Brassens. Donc on va évidemment en parler, mais on va parler aussi de beaucoup d'autres moments et de beaucoup de chansons. On va écouter beaucoup de chansons pendant toute sa carrière. Et on va essayer de distinguer d'ailleurs différentes périodes de Brassens, parce qu'effectivement, la période du Brassens un peu vif, qui est le Brassens jeune, qui a pas 30 ans, ou des toutes premières chansons où il est assez virulent, et le Brassens qui s'est un petit peu adouci, effectivement, mais qui reste quand même très politique, comme on le verra tout à l'heure, qui est un Brassens un peu plus sceptique, et je trouve que c'est un moment aussi très très intéressant de son œuvre. Voilà. Donc, on va commencer par parler du Brassens avant la chanson. Je pense qu'il y a pas mal d'entre vous qui ont assisté à la conférence de la semaine dernière, donc vous savez qu'il est né en 1921 à Sète, dans un milieu relativement modeste, avec un père bouffeur de curé et une mère qui était très très pieuse, et on retrouve un petit peu les deux dans son œuvre au final, je pense, enfin les deux influences. Il y a une étape, un moment de sa jeunesse que je voulais porter à votre connaissance, je pense qu'on a dû vous en parler également, mais avec ses copains, il devait avoir quelque chose comme 15 ou 16 ans, il s'est mis à voler ses proches. Il a volé notamment à sa sœur une bague et un bracelet. Ils s'étaient décidés tous ensemble de voler leurs proches. Il a terminé au commissariat. Son père est venu le chercher très gentiment, d'ailleurs en n'étant pas très sévère avec lui. Mais il a quand même dû arrêter le collège. Il n'a pas continué ses études et il est monté à Paris en 1939 et il a vécu, moi, ce que j'aurais tendance à qualifier de vie d'étudiant, quelque part jusqu'à 52, dans la mesure où il a passé son temps dans les bibliothèques. C'était pas un oisif du tout, c'était quelqu'un qui bossait énormément et qui a fait beaucoup progresser son français, sa connaissance de la politique, etc. pendant toutes ces années. Voilà. Donc, le premier moment clé dans cette trajectoire politique, c'est 1943, Basdorf, usine BMW, service du travail obligatoire. Vous en avez entendu parler de ça? Ouais. Brassens fonde avec des amis, mais je crois que c'est le principal instigateur, le parti briséiste. Est-ce que ça, vous en avez entendu parler ou pas? Non. Le parti briséiste, c'est un parti qui se dresse contre le pouvoir. Donc je vais vous lire un petit peu la chanson qu'il avait écrite. Malheureusement, je ne peux pas vous la chanter dans la mesure où la mélodie n'est pas connue, mais je vais vous la lire quand même. Onduleuse, leuse, onduleuse, elle erre sur l'heure, nébuleuse, leuse, astronomiquement fabuleuse, scandaleuse, elle zigzague, elle zigzague, à mort la ligne qui n'est pas droite, allons-y, 1, 2, 3, de se briser, qui lui donna le droit? Dites-le nous, dites-le moi. Donc, à votre avis, qu'est-ce que Brassens cible? Est-ce que quelqu'un a une idée? Je préférerais que ce soit un peu interactif de temps en temps, si ça vous ennuie pas. Soyez pas timide. Pardon? Oui. Donc, c'est la ligne brisée, hein, il fait l'éloge de la ligne brisée. Donc, onduleuse, onduleuse, elle erre sur l'heure, nébuleuse, leuse, astronomiquement fabuleuse, scandaleuse, elle zigzague, à mort la ligne qui n'est pas droite, allons-y, 1, 2, 3, de se briser, qui lui donna le droit? Dites-le nous, dites-le moi. On est en quelle année, là, en 43, en Allemagne. Pardon? Non, je pense que c'est mon interprétation après. Mais à mon sens, c'est probablement la ligne dans laquelle on les demande de se ranger pour aller au travail, etc. Donc voilà, c'est ça, oui, c'est la ligne, le chemin. Voilà, c'est le. Contre tous les
Oui, oui, tout à fait, mais c'est peut-être moins métaphorique que vraiment pour le coup assez pragmatique, c'est-à-dire on leur demande de se ranger en ligne pour avancer, on leur demande de se ranger en ligne probablement tous les matins. C'est certes une métaphore de l'ordre quelque part, mais c'est aussi quelque chose de très concret, quoi. C'est-à-dire que la ligne, c'est vraiment leur quotidien, je pense. Ils faisaient des symboles de lignes brisées sur les murs, les Allemands ont fait des enquêtes, mais ils n'ont jamais réussi à les confondre. Et il écrit sur un coin de cahier, donc en fait, quelque part, c'est l'ordre martial, quoi, et c'est le fait de devoir obéir, peut-être plus que le fait que ce soit des Allemands, parce qu'on le verra tout à l'heure, Brassens n'est pas très patriote français, et il n'est pas très anti-allemand, enfin même assez peu. Donc il écrit sur un coin de son cahier « La ligne qui voulut triompher de la monotonie, mais qui n'y parvint pas, parce que ses ennemis, la stupidité et le rationalisme, étaient supérieurs en nombre et en quantité. Gloire aux briséistes ». Voilà, c'est le premier moment un petit peu politique de la vie de Brassens. Donc le jeune Brassens, je vous disais tout à l'heure, le Brassens on va dire entre 20 et 30 ans, c'est un Brassens vraiment qui est à vif, qui comment dirais-je, qui tente de trouver sa place un petit peu dans la société. Il n'est pas encore du tout le chanteur. Brassens, c'est seulement à partir de 52 qu'il va connaître le succès. Hein. Donc à cette époque-là, il cherche vraiment sa voie. Et en 1945, il tente de fonder avec 5 amis le Cri des Gueux, un journal. Il ne trouve jamais de financement, malheureusement, mais il a été jusqu'à établir une ligne éditoriale. C'était son travail dans le collectif. Et je voulais juste vous en lire un tout petit extrait, même si finalement ça n'a débouché sur rien. Mais donc, un petit morceau de cette ligne éditoriale, c'est « On ne pourrait supprimer le politique que si tous les hommes étaient vertueux. La terre deviendrait un paradis, mais un paradis où seraient exclus tous les rêves, toutes les conceptions de la pensée. » Voilà, donc c'était juste pour vous montrer qu'à 24 ans, Brassens, qui a quitté l'école au collège, réfléchit. Pour vous incarner le fait qu'il passe pas mal de temps dans les bibliothèques et qu'il travaille énormément sa langue, il écrit des livres, il écrit des chansons, il écrit des vers, et il réfléchit beaucoup. L'année suivante, non, pardon, c'est l'année précédente, je pense. Ou je sais, non, c'est la même année. Donc, Brassens collabore au Libertaire. Donc, le Libertaire, c'est quoi? C'est l'organe central, enfin, c'est l'expression de l'organe central de la Fédération libertaire. Ça tire à 70 000 exemplaires, si j'ai bonne mémoire, et ça doit être lu par plus de 10 000 personnes, ce qui est beaucoup quand même. Donc, Brassens restera dans cette fédération que pendant un an. Il va tracter un petit peu, mais il ne va pas participer à des actions un peu violentes. Là, pour le coup, dans ces 15 articles, on voit la pensée d'un Brassens vraiment très en colère. Je vais vous lire des extraits, hein. À ses yeux, les hommes politiques sont les pires malfaiteurs, les communistes les staliniens, pour être plus précis, sont des gens qui sont absolument pas recommandables. Alors justement, Brassens anti-stalinien, je vous lis un petit peu, hein. Des petits extraits de ces articles. Il y a un petit passage qui m'a fait rire, c'est « Menteur comme un rédacteur de l'Humanité », par exemple. Éluard, Aragon et consorts demanderont au bon papa Staline l'autorisation de chanter la chute des feuilles. Staline, si généreux, la leur accorda, et nous en supportons les horribles conséquences. Donc vous voyez, ils ne les portent vraiment pas dans leur cœur, et pourtant, c'est des artistes qu'ils doivent probablement estimer pour leur côté artistique, quoi. Mais l'affiliation à Staline, ça passe pas du tout. Un autre passage. Aragon n'a pas besoin de voler pour se procurer des subsides, il suffit de se baisser aux pieds de ses maîtres. C'est plus facile et c'est moins dangereux. Est-ce que ça vous surprend, cette colère ou pas? C'est vrai? D'accord. Pas vraiment? Non? Pas vraiment, puisque c'est un libre penseur, il pouvait difficilement s'accommoder d'une orthodoxie. C'est très juste. Malheureusement, était réelle. C'est très juste. C'est un appareil d'État. Oui, tout à fait. En fait, ce que Brassens déteste, c'est la concentration du pouvoir. Et on peut dire que Staline, quand même, concentrait énormément de pouvoir, quand même. Alors, on est en 1945, je ne suis pas sûr que Brassens avait déjà conscience du fait que Staline avait éliminé autant de personnes. Je ne sais pas s'il était fin historien ou pas. Je pense que ça se savait peut-être moins à l'époque, que ça ne s'est su un peu plus tard. Mais ce qui est sûr, c'est que la concentration du pouvoir, sous n'importe quelle forme, la plupart des théories communistes, pas toutes, évidemment, mais, enfin, pas des théories communistes, mais la plupart des incarnations du communisme
même si on peut discuter du fait que c'était vraiment des incarnations du communisme, mais la Yougoslavie, plus tard Cuba, etc., il y a souvent une très très forte concentration du pouvoir. Et ça, Brassens l'avait senti et il ne supportait pas ça. Alors, autre chose qui va vous surprendre, Brassens ne supportait pas que les gens aillent voter. Je vais vous lire. Ben, c'est totalement anarchiste, ouais. C'est vraiment la meilleure façon de qualifier Brassens. Donc 69% des individus votent, 69% des individus leur disent « C'est bien, c'est très bien, continuez, vous avez besoin de bonnes poires. Nous voilà toutes mûres. » Un autre passage. C'est cela le véritable scandale. 17 millions d'individus qui savent sur le bout du doigt que quelques centaines de politiciens pourris les considèrent comme des imbéciles. Et quand nous disons imbéciles, nous ne traduisons pas exactement notre pensée. Oui, il y a... Quelle est la différence entre ce discours anti-institutionnel et celui qu'on entendait de la part d'élites d'extrême droite avant la guerre? On dit que les extrêmes se rejoignent, mais il y a des dizaines et des dizaines de nuances d'extrêmes. Et surtout chez les anarchistes, c'est des gens qui sont vraiment à vif, quoi, et qui... Dans les élites d'extrême droite, elles sont pour un pouvoir autoritaire. Oui, mais il y a un anti-parlementarisme et un anti-institutionnalisme en particulier dans les termes de les représentants institutionnels, les députés, les parlementaires, etc., sont des pourris, qui est, sur ce plan-là, le même à mon sens. Mais ça rassemble beaucoup de tendances différentes, hein, cette opinion-là, hein. Beaucoup de tendances extrémistes différentes. Indépendamment de l'affiliation de celui qui est. Oui, tout à fait. Un autre passage, il y a un article dans lequel Brassens incite à la révolte. Il a bien vu qu'à Rome, il y avait eu une manifestation avec 8000 manifestants qui avaient dégénéré. La police avait tiré sur les manifestants, donc pas mal de morts. Les manifestants avaient contre-attaqué. Ils avaient réussi à investir le palais, l'équivalent de l'Assemblée en France. C'est pas le Quirinal. Quirinal, c'est le palais présidentiel. C'est c'est très proche de Quirinal, mais c'est pas Quirinal. Je me rappelle plus exactement. Mais donc ils l'ont envahi, ils l'ont occupé et ils se sont fait chasser. Donc Brassens tient les propos suivants. Le peuple italien vient de nous suggérer ce qu'il était possible de faire si nous nous levions tous en même temps comme un seul homme. Un jour viendra peut-être où l'on prendra les hommes politiques. Je suis désolé, c'est tellement pas habituel. Un jour viendra peut-être où l'on pendra des hommes politiques par centaines. Je suis désolé, j'ai un peu buté dessus. Réveillons-nous, bon sang, mettons en route la grève insurrectionnelle, la grève expropriatrice. Donc, Brassens, très virulent, mais attention, Brassens, pendant à peine un an, chez les anarchistes, Brassens militant pendant à peine un an, je crois que ça ne correspond pas forcément au fond des convictions de Brassens, qui est quelqu'un qui n'aime pas s'engager, qui n'aime pas le groupe, comme on le verra tout à l'heure. Je vous passerai une chanson où il dit en substance qu'au-delà de 3 personnes, on est une bande de cons, si je ne me plante pas. Oui, Jean-Louis. Mais ma question, c'est pourquoi est-ce qu'il s'engage comme ça? Est-ce que il connaissait des gens Ça, parce qu'on ne vient pas dans la Fédération libertaire, et journaliste en plus, quasiment permanent de la Fédération libertaire, sans avoir eu des liens, qui connaissaient des anards. J'aimerais pouvoir vous répondre, mais j'en sais rien, sincèrement, j'en sais rien. Ouais, je suis désolé. Mais si quelqu'un a un début de réponse, on est preneur. Voilà. Donc, je voulais juste attirer votre attention aussi sur le contexte. C'est-à-dire que Brassens va tenir des propos qui sont très différents. Et si vous prenez par exemple le cri des gueux, son espèce de synthèse de la politique éditoriale, elle est beaucoup moins virulente, beaucoup moins virulente. Donc je pense qu'il doit y avoir quand même une incitation du contexte à être très virulent. Si on veut pouvoir s'insérer dans ce milieu des anarchistes, je pense qu'il y a vraiment une prime à la haine quelque part. Et donc je pense que, comment dirais-je, en fonction de la personne à qui on s'adresse, on ne parle pas de la même manière. Et là, il parle à vraiment une toute petite minorité de gens qui sont très très déterminés, très très en colère, ce qui n'est pas la même chose que de parler à la totalité des Français. Donc je pense qu'à cette époque-là, il pouvait tenir des propos qui étaient assez différents en fonction du contexte, comme nous tous. Il ne faut pas le condamner de faire ça. Je voulais juste attirer votre attention que cette haine-là, c'était vraiment dans un contexte précis.
Et je ne suis pas sûr que ce soit la plus profonde vérité des convictions de Brassens. Voilà. Donc le jeune Brassens, je voulais commencer par vous faire écouter, alors c'est une des rares chansons que tout le monde connaît par cœur, mais écoutez bien ce que Brassens va faire subir à ce pauvre jeune juge. Toujours pour illustrer le fait que Brassens est vif à cette époque-là. Alors, premier album, beaucoup de chansons comment dirais-je, d'amour très très jolies, et cette chanson qui était un peu brutale, je trouve. Hop. Voilà. Alors, beaucoup de malice, c'est très drôle, mais quand on l'écoute vraiment en détail, c'est aussi un petit peu violent, finalement. Donc on a un homme en colère, je pense, un homme qui ne supporte pas le pouvoir de façon générale, et surtout pas quand le pouvoir ôte une vie, ça c'est clair. Et voilà. Donc sur cet album, il y a La chasse aux papillons, Le parapluie, qui sont des chansons magnifiques, très romantiques. Et il y a Gare aux gorilles, qui est une chanson un petit peu plus brutale. Donc on reprend les statistiques dont on parlait tout à l'heure. Brassens, c'est 250 chansons, 85 qui ont une tonalité politique. Et si on prend les 85 qui ont une tonalité politique, il y en a 4 sur 5 qui sont des chansons écrites contre, des chansons négatives, des chansons qui dénoncent, des chansons qui sont en colère il y a dans les 85 chansons, il y a aussi 20% de ces chansons qui démontrent une volonté d'humilier fortement les policiers, les curés, ce genre de choses-là. Donc il y a du fiel quand même chez Brassens, il y a de la colère. Oui. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais oui, on est complètement d'accord. Mais après, il y a la manière. Ouais. Donc, les principes... Pardon ? 53, je crois. 2, pardon. Oui, il est tout jeune. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. C'est encore le Brassens vif. Donc, les cibles principales de Brassens dans ses chansons qui sont la plupart du temps contre sont le dogmatisme et les croyances dangereuses. Ça, c'est vraiment la cible numéro 1 devant toutes les autres. Le pouvoir et les policiers, c'est la cible numéro 2, statistiquement parlant. Et le mariage, l'Église et les notables, c'est la troisième cible. Et pour vous remontrer un petit peu que Brassens, jeune, est assez vif, on va écouter Hécatombe également, qui est une autre chanson que pas mal de gens connaissent, mais qui est aussi un petit peu corsée. Voilà, donc il y a la malice qui est délicieuse, il y a la qualité des vers qui est magnifique aussi, mais au fond, il y a... Après, bon, les policiers, ce n'étaient pas les policiers d'aujourd'hui, les policiers de l'époque étaient encore plus violents. Mais si on regarde toutes les chansons de Brassens, il y a quand même une forme de manichéisme. C'est-à-dire que Brassens, il ne juge pas. Brassens, il a déjà jugé. Enfin, il y a des personnages qui sont condamnés d'avance et il ne prend même pas la peine de faire une démonstration et encore moins de nous laisser les juges nous-mêmes comment dirais-je, de la qualité d'un personnage, comme pourrait le faire par exemple Tolstoï. Si vous lisez du Tolstoï, vous ne savez pas où est Tolstoï. Il vous laisse libre de choisir le personnage que vous appréciez chez Brassens. On n'a vraiment pas cette liberté-là, quoi. Donc voilà. Je voudrais passer donc sur un deuxième temps de la vie de Brassens. Donc on dézoome, on quitte la jeunesse, on quitte le Brassens très vif et on va aller justement sur le Brassens très patiné, le Brassens de ces 10 ou 20 dernières années, qui n'est plus du tout le même Brassens. Si on regarde un petit peu, avec l'analyse statistique que j'ai faite, j'ai regardé un petit peu les chansons qui étaient un petit peu plus, comment dirais-je, dans lesquelles il exprimait des doutes, sur lesquelles il exprimait des remords ou des nuances sur la condamnation de certaines figures, par exemple les curés, etc. Des chansons dans lesquelles il exprimait la pondération, c'est les chansons tardives de Brassens. C'est même des chansons qui ont été éditées post-mortem et qui ont été chantées par Jean Berthollat, que vous connaissez peut-être. Je ne sais pas si... on vous en a parlé ? Non ? Ok. Bon, vous les entendrez tout à l'heure, soyez pas surpris, hein, ce ne sera pas la voix de Brassens, ce sera la voix de Jean Berthollat qui chantera donc les chansons que Brassens n'a pas eu le temps de chanter ou n'a peut-être pas souhaité chanter, je ne sais pas trop, pour tout vous dire. Donc le vieux Brassens, le sceptique, c'est vraiment ce qui domine le Brassens tardif, c'est le scepticisme. Donc je voulais vous partager
des extraits, malheureusement, j'ai pas de son, je vais devoir vous les lire, des extraits de l'entretien radio qu'il a donné à Jacques Chancel en 1971. Donc Brassens, à cet âge-là, il a 50 ans. Et il a été récompensé par l'Académie française. Il n'a plus de doute sur le fait que sa carrière est sur de bons rails. Il est célébré. Donc le contexte joue, évidemment, mais pas seulement le contexte. Je pense aussi que l'âge joue également. Je pense que l'âge apporte probablement plus de doute, en tout cas chez certaines personnes, c'est plus honnête que d'autres, et donc peut-être conduit à être un peu plus sceptique. Donc, Brassens parle à la France entière, hein, contrairement à tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il ne parle pas à quelques milliers d'anarchistes. Donc je vais vous lire des extraits. Oui, je pense qu'on peut être anarchiste en 1971. Je suis toujours sympathisant anarchiste. Mes idées, j'ai du mal à les exprimer, n'ayant pas de programme et n'ayant pas de solution future. Je ne sais pas comment, je vous le disais tout à l'heure, je ne sais pas comment on peut faire le monde. Je n'ai pas de solution idéale et de solution collective surtout. Je ne sais pas comment faire pour faire régner la justice, en admettant qu'il soit possible que la justice règne d'ailleurs, ce que je ne crois pas tellement. J'ai une tendance quand même assez heureuse, je pense, à pardonner les offenses, à pardonner tout. Alors, on peut dire que je ne suis pas du tout un justicier. Pour moi, être un anarchiste, c'est un certain respect des autres, un sens une certaine fraternité, encore que le mot soit un peu grand, une espèce de, je ne sais plus qui disait ça, une certaine volonté de noblesse. Le mot tolérance, un autre passage, il répond à Jacques Chancel, le mot tolérance, je le connais mieux que celui de liberté, bien sûr. Jacques Chancel lui dit, il est plus vrai? Brassens répond, je ne sais pas s'il est plus vrai, mais enfin, il est plus mien. J'ai plus le sens de la tolérance que de la liberté, parce que la liberté, c'est quand même beaucoup plus vaste, hein. La tolérance, du reste, si tous les êtres avaient un esprit de tolérance, la liberté, elle irait de soi. Donc, je voulais vous faire écouter une chanson qui résonne avec ça, qui est Le Vieux Normand, pour le coup. C'est une de ces chansons qui a été interprétée par Jean Berthollat après la mort de Brassens. Hop. Brassens aimerait peut-être arrêter. Brassens qui est amoureux du passé, je pense que ça, pour le coup, on a dû vous en parler. Il parle énormément de passé et il y a beaucoup de chansons qui sont situées dans le passé. Donc, le temps, le progrès, je ne suis pas sûr que Brassens y croit énormément. Je vais vous passer, pour illustrer ça, une quatrième chanson que vous connaissez bien, pour le coup, c'est Mourir pour les idées. Jean-Louis. Est-ce que c'est pas, comment psychologique, hein, est-ce que c'est pas une réponse au fait qu'il n'a pas fait la résistance? Non, il a... Parce que pourquoi il n'a pas été résistant du tout? Je crois qu'il n'aimait pas les résistants du tout. Et on en parlera tout à l'heure, justement. Ah oui, parce que c'est quand même la question derrière une chanson comme ça. C'est la question de la résistance. Il n'a pas d'estime pour la résistance, a priori. Tout est négatif dans Mourir pour des idées, ça peut inclure la résistance. Oui, mais pas que. Oui, mais pas que, mais ça inclut aussi la résistance. Mon oncle, il aimait les teutons. Ah, quand même, oui, il y a une ambiguïté. C'est bien de dire, c'est pas bien de mourir pour des idées. C'est quand même aussi, implicitement, ça peut condamner ceux qui sont morts tout à fait. On en pour la liberté du pendant la Deuxième pacifisme. Guerre mondiale. On en parlera du pacifisme qui est vraiment un petit peu troublant de Brassens, mais il faut qu'on en arrive en passant par quelque chose. Attends, excusez-moi, j'étais en avance. Je trouve, oui, je confirme un peu ce que dit monsieur, mais j'ai l'impression que c'est plutôt un pessimisme aigu. Il y a beaucoup de pessimisme. C'est-à-dire une aigu qui existait chez d'autres hommes, Charles de Gaulle, etc., ou d'autres. Mais c'est un pessimisme aigu, effectivement, chez lui, teinté d'une amertume manifeste. On est d'accord, le constat est sage. Alors, encore s'il suffisait de quelques hécatombes pour qu'enfin tout changeât, qu'enfin tout s'arrangeât, depuis tant de grands soirs que tant de têtes tombent, au paradis sur terre on y serait déjà, mais là je dors sans cesse et remis au calendes. Brassens doute du progrès, vraiment. C'est ce que je vous disais à l'instant. Brassens refuse évidemment les dogmatismes. Il trouve que les idées sont complexes et dangereuses. Et il estime que la vraie intelligence est de douter et peut-être de rester sur le côté plutôt que de s'engager.
Le sage sait qu'il ne sait pas. Alors, il faut savoir qu'en 1944, il y avait un climat qui était semi-insurrectionnel en France, qui avait des vrais doutes sur le fait que les communistes allaient prendre le pouvoir ou pas. Il y avait matière à s'engager, il y avait matière à espérer quand on est anarchiste ou quand on est communiste. Brassens ne s'est pas engagé. En 68 non plus. Brassens a brillé par son silence, alors que il y avait peut-être matière également à s'engager et à espérer si on avait espoir. Et je pense que Brassens n'avait pas vraiment d'espoir, donc il ne s'est pas engagé non plus à ce moment-là. Je voulais vous passer encore une petite chanson qui est autour de ces thèmes-là, que j'aime beaucoup, qui est un petit peu plus vive, vous allez voir, mais qui est marrante. Entre nous soit dit, bonnes gens, pour reconnaître que l'on n'est pas intelligent, il faudrait l'être. J'adore, je ne sais pas pour vous, mais moi j'adore, vraiment. Je trouve ça génial. Donc la conséquence logique, la tolérance, je pense. Ne pas chercher à faire rentrer ses opinions dans la gorge des autres par la force et tolérer les opinions des autres. Peut-être même éviter d'en avoir des trop franches, peut-être. Voltaire aussi, vous préférez monsieur des sottises énormes et je me battrai toute la vie pour qu'on vous les laisse tenir. Donc il y a une espèce de tolérance intransigeante, une tolérance presque extrême, presque extrémiste, je serais tenté de dire chez Brassens. Et c'est par là que je voulais en passer pour en arriver au pacifisme, pour qu'on puisse comprendre les positions qui sont pour le coup assez extrêmes en matière de pacifisme de Brassens. Donc, quelle meilleure illustration du pacifisme de Brassens que les deux oncles. Pardon. Oui. Cette chanson-là que vous venez de diffuser, c'est Berthollat. Jean Berthollat. Est-ce qu'elle date de quelle époque? Après la mort de Brassens. Il ne l'a jamais chanté. Non. Il a obtenu un disque ou... Il y a eu un disque. Donc il y a eu l'accord de... Il me semble, oui. D'accord. Oui. Très bien. C'est des précisions très utiles. Alors, les deux oncles. Scandale. Scandale. 1964, scandale. La presse lui tombe sur le dos. De vos épurations, vos collaborations, vos abominations et vos désolations, de vos plats de choucroute et vos tasses de thé, tout le monde s'en fiche à l'unanimité. La Shoah, quand même. Hein. On est en 1964, on n'est pas juste après la guerre, ça commence à se savoir. Personnellement, moi, je suis vraiment très choqué. Mais je voudrais essayer de comprendre... Pardon ? Oui, pardon. Je vais essayer de comprendre quand même pourquoi est-ce que Brassens en arrive là. Mais quand même, je vous parle un petit peu plus du scandale. Libération écrit une lettre ouverte à un gars qui risque de mal tourner. L'Humanité conclut son article sur son album en disant « C'est-il Brassens qu'il a commis une mauvaise action ?» Donc toute la presse progressiste lui tombe sur le dos. Je reprends les paroles, hein. Qu'au lieu de mettre en joue quelques vagues ennemies, mieux vaut attendre qu'on le change en ami, un peu qu'on le change en ami, pardon. Mieux vaut tourner 7 fois sa crosse dans sa main, mieux vaut toujours remettre une salve à deux mains. Pour la Première Guerre mondiale, à titre personnel, je suis en totale phase avec ce qu'il raconte. Pour la Seconde Guerre mondiale, c'est quand même pas la même guerre. Est-ce qu'on doit attendre pour changer Hitler en ami ? Scandale, vraiment scandale pour le coup. Donc, est-ce que c'est un pacifisme provocateur ? Je ne suis pas certain. Je me demande s'il n'y a pas une espèce de tolérance et de pardon extrémiste, comme je vous disais tout à l'heure chez Brassens. Je pense que rien ne lui fait aussi horreur que la vengeance et la punition. Je pense que c'est ça la motivation principale, même si c'est probablement pas très conséquent, et même si Brassens a hésité à retirer cette chanson, je ne crois pas que ce soit de la provocation. Je pense qu'il a vraiment la conviction qu'il faut pas brusquer, il faut pas tuer, il vaut mieux attendre, quoi. Je ne sais pas, est-ce que ça vous fait réagir? Est-ce qu'on sait dans sa famille, si un oncle, quelqu'un s'est engagé politiquement, a été résistant au contraire, dans le négationnisme, enfin, qu'est-ce qu'on sait de son entourage familial? Je n'en ai aucune idée, mais c'est un entourage assez modeste. C'est probablement la seule personne... Dans le discours des proches. C'est probablement la seule personne de sa famille qui a été assez loin dans les lectures politiques, etc. Donc c'est tout ce que je peux vous répondre là. Je ne connais pas suffisamment bien la biographie de Brassens pour ça. J'aimerais pouvoir vous répondre, mais je ne peux pas, malheureusement. Désolé. Est-ce qu'on sait qu'il a continué à la chanter après ses réactions en public? Je ne sais pas vous dire non plus. Je suis désolé. Oui. Comme beaucoup de
chanson de Brassens, elle est toujours très bien écrite. Mais il y a toujours des ambiguïtés. J'ai dit la semaine dernière, et je veux dire, c'est presque à nous. On n'entend pas son micro. Ah, pardon. On va faire circuler le micro. On n'entend pas. Oui, comme toujours, des chansons de Brassens toujours très bien écrites, avec souvent des ambiguïtés. Même quand vous avez passé tout à l'heure les chansons grivoises, la Gaillarde et tout ça. Aujourd'hui, il y a des choses qu'on a du mal à entendre, et en même temps, on peut le prendre comme une espèce de petite scène de genre, avec du coup, avec tous les clins d'œil qu'on imagine. Alors, sur cette chanson, il faut quand même. Moi, c'est une chanson que je n'aime pas du tout, pour les mêmes raisons que vous avez dit. Et en même temps, il faut se souvenir que c'est une chanson de la période de réconciliation franco-allemande. Ouais. C'est en 62 que De Gaulle était mouert, se serre la main devant la cathédrale de Reims, qui est un symbole très fort. C'est l'époque aussi de la chanson de Barbara Göttingen, qui elle est magnifique. Et je pense qu'il y a de la part de Brassens la volonté de célébrer cette possibilité de réconciliation des enfants, des petits-enfants, des neveux et nièces des oncles, des deux oncles. Et il y a une de frère, une de les enfants vont continuer à faire l'amour, s'aimer, au-delà des frontières. Absolument. Ouais. Et ça, on peut le prendre aussi dans cette chanson. Voilà. Et il parle aussi de l'Europe, même si c'est très infime et très minimaliste, Oui. il parle de l'Europe. Donc, quelque part, elle peut être choquante par rapport à ce que vous venez de dire, ça c'est sûr et certain. Et en même temps, moi, cette chanson, elle me pensait à quelque chose qui est au moment de l'Alsace-Lorraine, qui a été partagée entre les Français, les Allemands, les Français et les Allemands. Et à un moment donné, Strasbourg, l'Alsace-Lorraine a été un moment où il a fallu que les uns et les autres s'entendent aussi, quoi. Et c'est pour ça que cette chanson, je suis partagé, c'est-à-dire que je l'aime beaucoup à certains égards, précisément parce qu'elle est très bien écrite et qu'il y a des choses très très justes dedans. C'est juste ces petits passages-là. Mais je tiens à souligner que c'est intéressant, c'est mieux quand on fait ça tous ensemble. Donc si vous avez des choses intéressantes à dire, n'hésitez pas vraiment à pouvoir. Non, je peux rien faire. Le micro, il a besoin d'être allumé, quoi. Ben non. Là, voilà. Il n'y a plus de pile. Bon, d'accord. Alors, pardon. Oui, là, non, ça va. Ça passe pas. Sinon, je vais parler, c'est le problème. Allez-y, allez-y. Oui. Sur cette chanson, mais même sur les autres, moi je sens aussi une envie de provoquer. Oui. Et une envie de provoquer aussi, enfin, pas une envie forcément seulement de provoquer gratuitement, mais de faire réfléchir. Et là, on est obligé de se poser des questions, typiquement sur cette chanson-là, sur les autres aussi, mais encore plus sur cette chanson-là. Volonté de provoquer. Je suis d'accord avec vous. Le fait de douter et le fait de provoquer pour faire douter. Enfin, je suis d'accord sur le fait qu'il y a des chansons... Ouais, c'est gentil, on change de micro. Je suis assez d'accord avec vous, mais peut-être moins sur celle-là que sur d'autres. Je sens moins de malice dans cette chanson-là, et moins le côté du gosse qui sait qu'il a fait une bêtise et qu'il aime ça. Je la trouve plus écrite, au contraire. Je la trouve presque un petit peu intellectuelle par rapport à d'autres chansons. Donc, il y a probablement, comme souvent chez Brassens, une petite volonté de provoquer, mais peut-être moins que dans d'autres chansons, j'aurais tendance à dire. Enfin, c'est mon opinion, après, c'est vraiment... hop. Ça reflète quand même aussi, effectivement, comme un courant qui est assez connu, qui était assez présent avant 1939, qu'on appelait le pacifisme intégral, qui était le pacifisme à tout prix, qui était aussi un héritage, justement, de la Première Guerre mondiale, des horreurs de la Première Guerre mondiale, de ces millions de morts, peut-être pour rien, etc., et qui avait conduit à ce développement d'un pacifisme intégral, que d'ailleurs il ne fallait pas faire la guerre à Hitler, surtout, etc. Et donc ça, c'est des choses qui sont effectivement tout à fait encore actuelles. On voit la guerre entre l'Ukraine et la Russie, par exemple,
Vous allez avoir des gens qui vont être très pacifistes, mais qui là, tout d'un coup, vont dire « Ah non, il faut absolument défendre l'Ukraine ». Et inversement, hein, ça va être très, très frappant hein, de voir comment les gens, justement, ces questions sont toujours très, très, très actuelles hein, dans une certaine mesure. Mais en tout cas, Brassens, lui, se situe clairement dans ce courant. Hein. Je ne sais pas si c'est pour ça d'ailleurs qu'il a refusé, qu'il n'a pas été résistant, qu'il est relativement neutre pendant toute la Seconde Guerre mondiale, hein, qu'il n'a jamais vraiment clairement hein, qu'il faut aller combattre l'occupation allemande, même s'il n'y est pas non plus favorable, parce qu'il est dans cette sorte de pacifisme intégral. Mais voilà, donc je crois qu'effectivement, il y a une provocation, mais il y a une sorte d'idée qu'il a toujours en lui. Aucune guerre ne vaut le coup. Tout à fait, tout à fait. Aucune. Ni celle des Ukrainiens actuellement, par exemple, ni celle de 14-18, alors là, tout le monde va être d'accord. Là, c'est facile, là, c'est la vilaine guerre, tout le monde est d'accord. Voilà. Non, il y a aussi les autres qui sont considérés par la plupart des gens les bonnes guerres. La guerre contre le nazisme, ou alors actuellement la guerre contre Poutine, ça serait des bonnes guerres. Non, ça oui, non plus, c'est pas des bonnes guerres. Il n'y a aucune bonne guerre. C'est parti de ce moment-là. Oui. Oui, j'écoutais tout simplement. Il était pacifiste. Bon, si vous prenez la dernière guerre, la majorité des artistes n'ont pas été dans la résistance. Bon, ça c'est un fait établi, à part le dernier métro avec Gérard Depardieu, mais justement, ça c'était l'exception qui confirmait la règle. Mais la majorité des artistes ont vécu comme ils pouvaient, mais n'ont pas été de près ou de loin dans la résistance. Dans la résistance, c'était des gens, mais vraiment etc., des gens du peuple, vraiment des gens qui faisaient ce qu'ils pouvaient, ou bien tous ceux qui étaient proscrits. Mais par contre, Brassens était un pacifiste, oui, bon, il y en a beaucoup, hein, bon, il n'y a rien à dire, il a dit ça, effectivement, hein, bon, par contre, pacifiste jusqu'à la lâcheté, ça c'est autre chose. Est-ce que Brassens, il n'était pas engagé, il était pacifiste jusqu'à la lâcheté? Je ne sais pas. Comme on l'a dit un jour d'un homme politique qui a été fusillé. Voilà. Je pense qu'il y a un vrai refus de l'engagement qui est cohérent intellectuellement parlant chez lui. Et je pense qu'au-delà de ça, il n'a pas d'estime pour les résistants, il n'a pas d'estime... Enfin, je vais vous passer une chanson qui devrait vous éclairer là-dessus, c'est La Tondue, que vous connaissez peut-être. Je ne sais pas vous dire. Je peux regarder si ça vous intéresse. 64. Mais on a une encyclopédie de Brassens avec nous. Ah d'accord, ok, génial. On va revenir en 1945 dans le Libertaire, donc toujours attention au contexte. Hein. Il s'exprime, enfin il parle à des anarchistes, à quelques milliers d'anarchistes, mais il déboulonne un petit peu la statue des résistants. Je vous lis ce qu'il écrit. Les héros de la résistance ont lutté pour changer de maître et de chaîne et non pour supprimer les maîtres et les chaînes. Ils ont lutté pour que Schuman et ses complices puissent poser leurs sales fesses sur les bancs du Palais Bourbon. Ils ont lutté et ils sont morts. C'est dommage, je ne pensais pas que cette thématique vous intéresserait autant, mais il y a un autre passage dans de ces articles, je peux juste vous restituer un petit peu les propos qu'il tient, c'est qu'il s'oppose à la pendaison de criminels nazis, qui ont d'ailleurs fini par être amnistiés, ceux-là. Donc c'était peut-être pas non plus les principaux instigateurs de la Shoah, mais des hauts gradés quand même du régime nazi, et il s'opposait à leur exécution. Il y a un autre passage dans lequel il tient des propos qui ne sont pas très laudateurs pour les résistants également. Je ne les ai pas juste là, j'aurais du mal à les retrouver rapidement, je suis désolé. Donc, on peut tout pardonner, il faut toujours tout faire pour éviter une mort politique. Au-delà de ça, la cocarde l'insupporte. Il est totalement opposé à toute forme de nationalisme, de régionalisme, localisme, etc. Et pour bien l'illustrer, je vais vous passer la balade des gens qui sont nés quelque part. Voilà, donc il y a un cosmopolitisme chez Brassens. Il n'est pas du tout du genre à se laisser convaincre par la propagande anti-allemande qui infuse dans les manuels scolaires depuis que les manuels scolaires existent, je pense, et jusqu'à ce que la France et l'Allemagne se décident de se donner la main, quoi. C'est donc Brassens, les frontières, ça ne lui parle pas beaucoup, j'ai l'impression.
On en arrive... Pardon, oui, pardon. C'est quand même tout à fait contradictoire avec cette chanson, celle que je préfère finalement de Brassens, qui est la supplique pour être enterré sur la plage de Sète. C'est-à-dire quand même retour aux origines. Né à Sète, enterré à Sète. C'est cher à son cœur, mais est-ce que vous avez l'impression que Sète, en dehors de cette chanson, est disséminée dans son œuvre par ailleurs? Non. Non. Donc, cher à son cœur. Qui l'a tellement occupé, la Camargue, n'est-ce pas? On sait, la supplique pour la plage de Sète, c'est sonore. C'est une splendide chanson, mais j'aurais tendance à dire qu'il n'y a pas de patriotisme, il y a de la nostalgie, mais pas de patriotisme dans cette chanson. C'est le droit à l'information. Non, mais ça aussi, c'est ultime liberté, me semble-t-il, hein, cette contradiction incroyable, quoi. Je crois que c'est une pétrie de contradiction, il me semble. Oui, ben oui, en quelque sorte. Hein. On a toujours tous été anti, tous été pour. Et puis, à un moment donné, on peut se poser la question est-ce que ça a une quelconque utilité? Je ne prends pas parti. Mais moi, je prends parti. Mais je prends parti aujourd'hui. J'ai pris parti hier. Je prendrai sans doute parti demain. Mais en tout cas, c'est un énorme talent. Je vais rigoler un peu, mais il n'y a pas que Sète. Attendez, il y a le Trieux, il y a les Ardrieux et il y a Paimpol. La maison a été vendue, effectivement, je suis passé devant une fois. Il devait être là d'ailleurs, il était entre les murs, mais donc il avait des attaches, effectivement, dans les côtes d'Armor. Voilà. Bien poser son cul quelque part, même ses os. Alors, on va oui, pardon. C'est juste un mot. Je pense que avant tout, Brassens faisait des chansons, il l'a dit plusieurs fois, et à propos de la supplique pour la plage de Sète, il a dit à plusieurs reprises, quand on lui dit de vous voulez vraiment être enterré à Sète, il a dit en fait non, j'en ai rien à faire. Ah, je savais pas ça. Ça m'importe peu. Il n'empêche que j'aurais aimé pouvoir aller me recueillir sur une tombe de Brassens sur la plage, ça aurait été magnifique, c'est dommage. Hein. Ouais. On va en arriver au dernier mouvement, qui est celui de l'anarchisme, si on arrive au cœur des opinions de Brassens, si on ne peut pas faire l'économie de cette question. Donc l'anarchisme, c'est quoi? C'est une hypersensibilité à l'oppressif, une hypersensibilité à la domination. Je peux vous citer Genet. Les anarchistes, c'est les derniers à être encore sensibles à ce que la nature humaine ne peut supporter, les derniers à ne pas avoir été anesthésiés par un heureux bonheur. Donc c'est vraiment l'anti-bourgeoisie, même si Brassens a été gagné un peu par la bourgeoisie petit à petit, mais ce cœur ne s'est jamais vraiment érodé, ce cœur anarchiste. Donc l'un des objectifs des anarchistes, c'est de chasser les hommes qui volent la parole des individus, les représentants du peuple, de chasser les hommes qui détournent les institutions de leur finalité à leur profit. Ça, c'est quelque chose qui revient systématiquement dans les textes des anarchistes. Il y a un peu de Bourdieu, où Bourdieu est un petit peu anarchiste quelque part, on pourrait dire ça. Alors, Brassens écrit une lettre à André Sèvres, j'aimerais vous en citer un petit passage. Priorité à la liberté. Je ne suis pas doué pour t'expliquer ces théories, c'est une sorte d'attachement viscéral à la liberté et une rage profonde quand les hommes veulent imposer quelque chose d'autre à d'autres hommes. Je vais vous faire écouter encore une chanson que j'aime beaucoup, qui, je pense, résonne pas mal dans ce contexte-là. Elle est délicieuse, non? Franchement. J'aurais rêvé de l'entendre chanter par Brassens, hélas. Mais il ne l'a pas chanté. Non, hélas. Et je m'interroge, j'aimerais savoir pourquoi. J'aimerais vraiment être certain... Quand les cons sont braves. Quand les cons sont braves. Ouais, comme toi, comme moi, comme vous, comme nous. C'est génial. Donc, il y a un individualisme quand même chez Brassens. C'est une forme d'anarchisme qui est très, très orientée sur la cellule individuelle. Il y a une méfiance fondamentale envers tout ce qui dépasse l'homme en pouvoir comme en taille. Donc, on en revient à l'hypersensibilité de l'anarchiste. Il y a vraiment une grande variété d'anarchisme. Je peux vous dire ce que Brassens n'est pas. Brassens n'est pas un anarchiste activiste. C'est pas un anarchiste qui va faire des attentats. C'est pas Bakounine qui passe sa vie à parcourir l'Europe à la recherche de situations favorables à l'insurrection.
et qui prend le pouls de tous les régimes et qui sent la fièvre monter et qui participe avec beaucoup d'efficacité au soulèvement à de nombreuses reprises. C'est pas du tout Bakounine, Brassens. C'est pas un chasseur d'opportunités par rapport à ça. Et je vais vous faire écouter une chanson qui devrait vous en convaincre, je pense, c'est Le Pluriel. Le pluriel. Je coupe. Elle n'est pas aussi longue que la supplique, mais elle est longue. Donc, le danger commence quand l'homme se dilue dans le groupe. Il y a un danger que ça se transforme en une meute avec un leader et des suiveurs, et il peut se passer des choses assez moches. On l'a vu dans l'histoire, mais pour Brassens, c'est un petit peu au-delà de ça. Je pense que c'est toute forme de groupe qui lui pose problème. Donc Brassens n'est pas un anarchiste activiste, c'est pas un anarchiste utopiste non plus. Il y a eu beaucoup d'écrits autour de comment est-ce qu'on peut faire une fois qu'on a mis à bas le système. Donc il faut qu'on s'organise, ok, mais on s'organise pour faire en sorte que chacun puisse jouir d'une pleine et entière liberté. Donc il y a Proudhon, il y a Leroux, il y a Leval qui ont écrit là-dessus. Les solutions, c'était des coopératives, des syndicats, des municipalités, du fédéralisme, du recours systématique à des contrats pour l'organisation, le fameux contrat social de Rousseau, pour l'organisation, pour la régulation, pour l'assistance. Donc essayer de ne jamais, que tout le monde puisse garder le contrôle sur ce qui est de nature politique, quoi, systématiquement, en diluant le pouvoir au maximum et en le répartissant au maximum, quoi. Mais Brassens, lui, n'y croit pas. Comme on l'a vu tout à l'heure dans l'entretien à Jacques Chancel, il n'a pas de solution. Et il a même de moins en moins de solutions. C'est-à-dire que j'aurais tendance à dire, j'ai la sensation qu'à l'époque du libertaire, il avait peut-être encore un petit peu d'espoir, mais à la fin de sa vie, beaucoup moins, quasiment plus d'espoir qu'un système puisse être bâti. Donc Brassens, ce serait un anarchiste libertaire, individualiste, très pacifiste, très passif finalement. Plus proche, si on devait citer peut-être des gens qui ont des tendances anarchistes et qui lui ressembleraient un peu, ce serait Junger, Wilde, Stirner. Donc pas mal d'artistes. Pour Wilde comme pour Stirner, les traditions disent toujours infiniment moins. Alors là, je vous lis ce que j'ai écrit dans mon mémoire. Je suis désolé, c'est un petit peu verbeux. Pour Wilde comme pour Stirner, les traditions disent toujours infiniment moins qu'elles ne prétendent, et il reste à côté d'elles d'immenses espaces inexplorés, donc les traditions, les coutumes, etc. À côté de ça, il y a plein de choses qu'on pourrait faire et qu'on ne fait pas à cause de ces traditions. Donc les traditions, c'est d'efficaces moyens de contrôle et d'oppression. Et tout geste oppressif est donc une brutalité qui bloque un mouvement de vie. Il faudrait essayer de faire en sorte de libérer ces mouvements de vie au maximum. C'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure avec la liberté de noblesse. Donc Brassens, qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi son engagement? Il a quand même, à mon sens, peut-être une seule forme d'engagement, c'est montrer l'exemple ou inspirer peut-être. Parce que le seul espoir de vivre mieux, quand on en est là, quand on en est au point où on ne croit pas qu'on puisse s'organiser, il repose sur l'homme finalement, il repose sur chaque individu. C'est le comportement individuel de chacun qui va changer le monde. Brassens a une haute idée de la liberté qui ne pourrait se réaliser que si tous les hommes étaient tolérants. Donc le seul acte d'engagement possible, c'est finalement la pédagogie de l'hypersensibilité. Elle tient en quoi? Si on creuse un petit peu les valeurs de Brassens, c'est le pardon, le respect, l'amour, la générosité, c'est ce qui traverse toute son œuvre finalement. Dès qu'il y a quelque chose de positif dans ses chansons, c'est ça: pardon, respect, amour, générosité. Je ne sais pas ce que ça vous évoque. Est-ce que ça vous évoque quelque chose, ces quatre valeurs? Une religion. La religion, oui. La chrétienté, je pense. Vraiment, c'est là où on en revient à sa mère, quelque part. Allez-y. Justement, je rebondis. Il y a un domaine où Brassens se serait engagé, un seul, puisqu'à part ça, son engagement physique et moral plutôt limité, voire même, il laisse aux autres le soin de faire le sale boulot. Mais il y a un seul domaine où il serait engagé, c'est sûr, c'est la langue française. Oui. Parce que justement, il fait partie des chanteurs qui ont chanté en français, effectivement, que je respecte quand on voit ce qu'il y a aujourd'hui. Bon. Et effectivement, cet homme s'est engagé pour la langue française, seulement la loi Toubon date de 1994. Il était mort avant. Mais j'aurais été content, puisque je travaille dans ce domaine, justement, il aurait été le premier contacté par nos membres militants et sympathisants, parce que justement, c'est le symbole de la langue française,
et justement qu'il faut protéger, défendre, et je pense que là, il se serait engagé, parce qu'à part ça, il ne s'engageait pas. Voilà. Alors, amoureux de la langue française, évidemment. Donc, je partage votre opinion, je me demande si ce ne sont pas des valeurs chrétiennes. Et je voulais terminer sur une dernière anecdote. Brassens a été cambriolé. Et il a écrit une chanson. Il n'a pas porté plainte, et il a écrit une chanson suite à ça que je voudrais vous faire écouter. C'est les stances à un cambrioleur. Voilà, pour conclure, la politique tue, elle écrase les personnalités. Elle condamne les gens qu'elle classe comme fautifs. Oui, pardon. La politique tue, elle écrase les personnalités, elle condamne les gens qu'elle a classés comme fautifs. Brassens, lui, il aspire à un monde où personne n'aurait le mauvais goût de désirer le pouvoir ou d'imposer quoi que ce soit, une façon de voir les choses ou contraindre quiconque. Brassens rêve d'une société sans agression, mais comme on le disait tout à l'heure, sur un fond de pessimisme. On la retrouve en chacun de nous, c'est ça qui est génial. Et on peut quand même ne pas remarquer que la question du mal, il l'a quand même évité de façon douloureuse, je trouve. Enfin, il est quand même dans la fuite par rapport à des questions très importantes, je trouve, de l'existence. Excuse-moi, il est dans la fuite par rapport à des questions très importantes de l'existence. Moi, je pense comme vous qu'on ne peut pas faire le détour de penser la politique. On est 60 millions, plus de 65 millions, et on doit s'organiser et on doit faire en sorte d'avoir, comme disait Churchill, le pire des régimes à l'exception de tous les autres. Enfin, la démocratie, c'est pas si mal finalement, et je ne partage pas du tout son opinion. J'ai l'impression que historiquement, il n'y a pas eu beaucoup de périodes dans la vie où on avait autant dans l'histoire, pardon, on a eu autant le droit de dire ce qu'on pensait, où on avait aussi peu de chances de mourir de faim, enfin, il y a quand même beaucoup de choses positives, et le type qui est au pouvoir dégage au bout de 5 ou 10 ans. Moi, je pense qu'il y a un manichéisme chez Brassens, et c'est ça qui me gêne un petit peu chez lui, c'est-à-dire que j'ai le sentiment qu'il y a du bon et du mauvais chez tous les hommes, et que tout système politique doit tabler là-dessus, et pas être trop idéaliste. Parce que si on pense que l'homme est bon et que c'est la société qui le corrompt, comme Rousseau, qu'est-ce qu'on fait? On peut se retrouver dans une posture qui est un petit peu inconséquente, qui est celle de Brassens. Je suis désolé s'il y a des anarchistes dans la salle, mais de dénoncer sans avoir de solution à proposer, et de vivre finalement dans un système et d'en profiter quelque part. C'était pas si mal la France des années 60. Si on regarde toutes les autres époques de l'histoire et tous les autres pays du monde, c'est insupportable à bien des égards, mais moins pire. Moi, j'aurais tendance à penser que beaucoup d'autres systèmes, même si évidemment tout ne me plaît pas dans la démocratie telle qu'elle existe, et tout ne me plaisait pas encore moins peut-être dans les années 60 avec De Gaulle, etc., que Brassens qualifiait de monarque. Je suis tout à fait d'accord avec lui par rapport à ça, mais là je me livre beaucoup. Je commence à... Vous allez m'aimer beaucoup moins tout à coup. Donc oui, il y a une inconséquence. Après, je veux dire, c'est un artiste. Et je veux dire, c'est intéressant, c'est formateur, moi je préfère ça plutôt que rien, et il y a des choses intéressantes dans l'anarchisme, il y a des choses intéressantes par ailleurs, je partage beaucoup de ses opinions sur le pacifisme, sur beaucoup de choses, quoi. Mais je pense comme vous qu'il y a des questions, il y a des comment dirais-je, il y a une facilité à refuser de prendre en compte certaines questions qui sont gênantes, et une beauté quelque part à les prendre en compte et à essayer de faire en sorte que 65 millions de personnes ne s'écharpent pas et vivent dans une très relative harmonie, quoi. Ça pourrait être bien pire que ça, je pense. Ce qui vous intéresse, vous, c'est le poète, c'est ce
Ce qui vous intéresse, vous, chez Brassens? Le poète et le penseur aussi. Moi, je trouve ça intéressant, même tout ce qu'il y a. Enfin, je veux dire, il y a des chansons comme Quand les cons sont braves qui sont des vrais petits chefs-d'œuvre. Et tout ce qui est sceptique chez lui est magnifique. Vraiment, tout ce qui est sceptique est splendide. Et je pense qu'on n'est jamais trop sceptique. Vraiment, je pense qu'on doute jamais trop de soi et on fait jamais suffisamment attention à ne pas écraser les autres personnes. Je pense que ça c'est très très beau. Sa tolérance pour le voleur, c'est quelque chose de très beau également. Il y a des choses magnifiques. Toutes ces opinions politiques ne sont pas comment dirais-je, ne sont pas, j'utilise le mot inconséquentes quelque part, dans la mesure où, enfin je sais pas, voilà. Ouais, je vais m'arrêter là. Je donnerai un petit résumé personnel. Effectivement, s'il n'aimait pas les frontières, il était d'origine, je crois, plus ou moins italienne, et on peut dire qu'il aimait la France, les Français et la langue française. Point. Est-ce qu'on a d'autres questions ? Justement, mais c'est presque dans la continuité de ce que vient de dire mon voisin de derrière sur la langue française. Si Brassens n'avait pas pris la peine d'écrire comme il a écrit, et quelquefois on sait qu'il a mis, on l'a dit la dernière fois, quelquefois 10 ans à écrire une chanson, et finalement il n'aime pas Brassens, quoi, bien sûr. Et c'est pas parce que c'est pas sa pensée, bien sûr, il pense, c'est un moraliste presque. Et aussi, il a une vie qui est assez, qui nous fait tous, on est un peu admiratif de sa vie, où il était fidèle à sa certaine manière d'être. Il est resté chez Jeanne, même quand il gagnait beaucoup d'argent, il est resté dans la petite impasse Florimond. Tout ça, c'est des choses qui nous font un peu rêver, qui font qu'on admire le personnage. Mais quand on lit, je ne sais pas si certains de vous l'ont fait, mais quand on lit ces carnets qui ont été édités, où il prenait des notes, il écrivait un peu tous les jours, avant que ce deviennent ces chansons si magnifiquement écrites, bien souvent, ce sont des pensées très banales, presque des propos de café du commerce ou des blagues de carabin, des choses comme ça. Ce n'est que quand ça devient une chanson que c'est magnifique. Et c'est, je pense, grâce au travail sur la langue. On ne soulignera jamais suffisamment la qualité technique de la poésie de Brassens. Il se trouve que moi, j'écris des chansons aussi. La profondeur des rimes de Brassens, la liberté qu'il a dans son ton, en dépit du fait d'utiliser un vocabulaire très très pointu et des rimes extrêmement profondes, pour moi c'est unique dans la chanson française. Je ne vois personne, enfin il y a quelque chose qui ne trompe pas. Une chanson de Brassens, vous l'écoutez 3 fois, vous la connaissez par cœur. Il n'y a pas d'autre chanteur dont ce soit le cas, à mon sens. C'est tout à fait exceptionnel. Et je pense il faut avoir essayé d'écrire une chanson pour comprendre la quantité de boulot astronomique que ça devait être. Il s'est battu avec la langue pendant toute sa vie, ça devait être un énorme bosseur. Ça, je pense que on ne le mesure pas suffisamment. C'est un boulot d'une qualité exceptionnelle, vraiment. Il me semble qu'il y a un pont entre la chanson et l'anarchisme des libertaires. Ça dépasse Brassens, hein, je pense. Et puis, Brassens, ça n'a pas été un politique, il n'est jamais devenu député de Paris 14e, par exemple. Il n'a pas été philosophe, penseur, romancier. Il fait de la chanson. Et la chanson, c'est quelque chose de... c'est un peu léger, ça flotte, mais ça flotte longtemps, ainsi. Dans toutes sortes de circonstances, en particulier les chansons anarchistes, et on les entend beaucoup en ce moment d'ailleurs, je pense comme toujours. Et il y a un courant comme ça de la chanson. La chanson, c'est pas quelque chose des pieds qui traînent dans la glaise, c'est un petit peu quelque chose dans l'air, et puis qui flotte. Alors je sais pas, la chanson et l'anarchie, il me semble que c'est les milieux de la chanson, il me semble qu'ils ont à voir avec les... Je dirais qu'il y a quelque chose de différent chez Brassens quand même, c'est qu'il y a beaucoup d'artistes qui n'ont pas à tirer les conséquences de ce qu'ils écrivent et qui n'ont pas forcément à penser, et qui ne cherchent pas forcément à penser le fond des choses. Brassens a lu beaucoup de penseurs politiques,
Et s'il avait une solution à proposer, il nous la proposerait, je pense. C'est pas un chanteur lambda qui a des, comment dirais-je, des marottes ou des choses qui le rendent un petit peu épidermique et qui balance sans réfléchir plus. Non, c'est quelqu'un qui a beaucoup pensé la politique quand même. Donc, je le rangerai pas aux côtés de beaucoup d'autres chanteurs qui ont des saillies de temps en temps, qui sont un art mais qui ne sont pas pensés. Brassens, c'est quand même... C'est quelqu'un qui a beaucoup réfléchi à tout ça. Oui, mais en même temps, les chansons, c'est 4 minutes, 5 minutes. Oui. C'est quelque chose de... un petit monde. Oui, tout à fait. Ouais. Mais avec quand même une profondeur et une cohérence qu'on ne retrouvera pas chez pas mal d'autres artistes, j'aurais tendance à dire. Mais il a déjà pris la profondeur, c'est pas... Oui, non, totalement. Ouais. C'est pas une... Vous disiez pas sans critique, hein? Ah non, mais je comprends. Non, ce que je veux dire, c'est que je ne le rangerai pas aux côtés d'autres chanteurs qui ont des tendances anarchistes. Je pense qu'il y en a peu qui ont autant de profondeur que lui, quoi. C'est ça que je veux dire. Mais ce qui n'empêche pas ces chansons d'être ludiques, d'être espiègles. Ça, c'est quelque chose qui est exceptionnel aussi, l'espièglerie de Brassens. Et de paraître très légère et spontanée, alors qu'il y a un boulot fou en dessous, quoi. Mais c'est pas de l'anarchisme à la petite semaine, je pense. Je me souviens à la question qui était posée de savoir qu'est-ce qui était important dans ces chansons, il répondait, assez paradoxalement, c'est la musique. Oui, là-dessus aussi, c'est un immense mélodiste, on ne s'en rend pas compte, hein, mais c'est vraiment un immense mélodiste. La plastique de ces chansons, je pense que même à cette époque-là, n'était pas forcément très actuelle, et il y avait la pompe du jazz manouche, mais on ne sent pas le groove du jazz manouche, c'est pas exceptionnel sur la forme, mais sur la mélodie, c'est des petits trésors. Ça joue d'ailleurs dans le fait qu'on les mémorise si facilement, quoi. C'est très 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 bien écrit. Ouais. Vraiment. Alors, je vais être obligée de clôturer cette séance. Merci beaucoup. Oui.